que oui, la France s'est fait du blé, la France a fait ci, mais là, non, pas du tout. Quand on lit des ouvrages, quand on lit dans son ensemble, la colonisation a plus coûté à la France que ça ne lui a apporté. Personnellement, je voudrais qu'il y ait une recolonisation en Afrique. Pourquoi? Quand vous écoutez certaines personnes aujourd'hui, vous comprenez que nous avons du pain sur la planche. Il y a parmi nous des gens qui maîtrisent l'histoire de l'Afrique, qui comprennent les événements depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en passant par le Moyen-Âge et tout cela. Ils expliquent le pourquoi de chaque chose. Mais quand vous écoutez des gens comme Stella Kamga, vous vous rendez compte que l'ignorance est la manifestation la plus criarde de l'aliénation. Au moment où Stella Kamga explique que la colonisation n'a rien apporté à la France et que c'est la France qui a perdu des ressources dans cette entreprise, l'économiste français Denis Cognon publie un livre de 512 pages intitulé « Un empire bon marché ». Professeur à l'école d'économie de Paris et directeur de recherche, Denis Cognon s'appuie sur un travail de 15 ans mené avec une équipe d'économistes. Ils ont épluché des centaines d'archives pour construire une base de données économiques et sociales offrant une bien meilleure vision de l'empire français. Ils ont eu de nombreuses surprises, la principale d'entre elles étant la modicité des dépenses de la France pour maintenir son empire. Si nous avons initié cette série de chroniques sur les défis de nos ancêtres, c'est pour cultiver le réflexe de la vigilance, afin que personne de nous ne tombe dans le piège des falsificateurs de l'histoire. Car, après avoir commis des crimes innommables, abominables, les criminels sont en train de nettoyer les lieux du crime avec un récit alternatif et offensif. Ils s'en prennent à la victime, tels des psychopathes qui expliquent que si leur victime n'avait pas porté des jupes courtes, ils ne les auraient pas violés. Pire, ils lavent le cerveau des descendants des victimes pour que ceux-ci, tels des Stella Kamga, adoptent une lecture tronquée de l'histoire pour laver l'image des criminels qui ne veulent pas se repentir. Raison pour laquelle nous devons entretenir la mémoire du passé. Il s'agit de partir sur les traces de nos ancêtres pour comprendre ce qui leur est arrivé, comment ils ont réagi et en quoi leur action nous engage pour le présent et l'avenir. Dans la troisième capsule, nous avons vu que nos ancêtres de l'intérieur du continent ont fait face à une première vague de convoitise qui a duré 400 ans. Yovoda. Des hommes valides ont été capturés, enchaînés, déportés, livrés à des traitements inhumains, avec femmes et enfants. Les résistants ont été tués lors des razzias, dans les bateaux, lors de la traversée de l'Atlantique, pour certains, ou dans des plantations de canne à sucre, dans les Amériques pour d'autres. Le rapport de proportion était de 3 capturés pour 10 tués. Cette horreur passée, pensée, soutenue par toutes les nations européennes, bénie par l'Église chrétienne, encouragée par les penseurs, les écrivains, a duré 400 ans. Nous l'appelons Yovoda, c'est-à-dire la cruauté du blanc. En 1808 intervient la prohibition officielle en Angleterre et au nord de la Nouvelle-Terre. Mais les Africains ne sont pas sortis de l'auberge pour autant, car une persistante activité souterraine, clandestine, illégale, portée par des armateurs européens se poursuit. Elle aura cours jusqu'à la fin du 19e siècle. Au fond, quand on y pense, on se rend compte que Yovoda change de visage. Il n'est plus légal, mais il n'en est pas moins cruel. La vérité, c'est que Yovoda ne pouvait plus se poursuivre en toute sérénité à cause des révoltes de Saint-Domingue. Ce que le professeur Kofi Gomez appelle le processus insurrectionnel de la Caraïbe et des Amériques. Alors les prédateurs s'installent en Afrique pour y continuer leur prédation. Ils disent être des abolitionnistes. Granville Sharp, Wilberforce, Victor Schœlcher substituent le travail forcé sur place en Afrique à la traite négrière pour des raisons de rentabilité économique et non pour des raisons philanthropiques. Contrairement à ce qui est enseigné dans les livres d'histoire, ce n'est pas les abolitionnistes européens qui sont à l'origine de la fin de Yovoda. C'est la multiplication des révoltes des Africains qui rend Yovoda impopulaire. Dans cette 4e capsule de notre série sur les défis de nos ancêtres, nous nous intéressons à ce qu'on a appelé la colonisation. Elle commence officiellement par la conférence de Berlin à laquelle ont assisté Français, Anglais, Italiens, Américains, Russes, Portugais et j'en passe. En tout, 14 nationalités, mais pas d'Africains. Pourtant, l'ordre du jour porte sur l'Afrique. L'absence des Africains à la conférence qui porte comme ordre du jour la cohabitation des prédateurs en Afrique indique clairement que le continent n'est pas considéré comme un acteur du jeu mondial, mais un objet du jeu
un enjeu, un trophée à s'approprier. Le territoire africain est posé sur la table comme un gâteau. Il sera divisé au couteau. Des morceaux seront attribués à des prédateurs en fonction de ce que chacun d'eux revendique comme avancée en matière de conquête. Le but de la conférence est d'éviter que la concurrence entre les prédateurs dégénère en guerre. Après tout, les prédateurs sont des frères. La conférence est une entente, une occasion pour signer un pacte de non-agression. Après la conférence, chaque prédateur se rend sur le terrain et prend possession de sa part de butin. Le contexte de la conférence de Berlin est pourtant la découverte des richesses de l'hinterland africain. Progressivement, les Européens découvrent notamment des mines de diamants du Transvaal, ce qui entraînera un bouleversement extraordinaire radical. On se rend compte qu'il n'est plus besoin de transporter des Africains pour aller travailler aux Amériques. Il suffit d'occuper leur territoire et de les forcer à y travailler. La convoitise s'installe donc sur le continent. Avec Yovoda, la cruauté s'invitait sur les côtes. Quelquefois, la violence pénétrait à l'intérieur du continent à l'occasion des razzias. Avec la colonisation, l'occupation succède à la déportation. La violence s'installe définitivement dans l'hinterland. Les troupes des envahisseurs vont dans les moindres recoins pour semer la mort, conquérir les espaces et soumettre les résistants, s'emparer des richesses. L'Afrique attaquée par une coalition. Nos ancêtres de la 4e génération font face, comme leurs dévanciers, à une coalition de prédateurs. Avec Yovoda, le Portugal n'était pas seul, la France n'était pas seule. Les Africains faisaient face à une coalition. Avec la colonisation, nous assistons à un phénomène pareil, ce qui rend la résistance ardue. L'État-nation détruit l'organisation de l'Afrique. Les historiens mentionnent qu'avant la conférence de Berlin, le clan ou lignage est la forme rudimentaire de l'État. Les membres du clan ou du lignage se reconnaissent un ancêtre commun et vivent sous l'autorité d'un chef élu ou d'un patriarche. La fonction essentielle de celui-ci est de veiller au partage équitable des biens, des revenus du groupe. Le clan vit sur un territoire au contour précis ou bien possède un domaine de parcours et ses membres s'adonnent à l'élevage itinérant. Avec la conférence de Berlin, des familles sont divisées, des frontières passent au couteau. Une nouvelle forme d'organisation sociale apparaît, l'État-nation, étrangère et inadéquate, qui est à la base des phénomènes sociaux que nous connaissons aujourd'hui, tribalisme, coup d'État, insécurité aux frontières. Les bases de l'extraversion de l'Afrique sont posées. Les Européens imposent aux Africains de cultiver le coton, le tabac, le café, le cacao, des matières premières destinées aux industries de l'Angleterre, du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne, j'en passe. Les Africains consomment au quotidien des céréales, mais avec la colonisation, ils sont obligés d'abandonner la culture des céréales et ainsi à dépendre de l'extérieur. Au point où aujourd'hui, en 2023, l'Afrique subsaharienne importe annuellement 30 millions de tonnes de blé pour ses besoins alimentaires, alors que le continent regorge les 2/3 des terres arables non cultivées de la superficie de la terre. La prédation se déguise en apport de civilisation. Alors que la ruée vers l'Afrique est motivée par la recherche de matières premières pour les industries européennes, on entend dans les discours officiels que les Européens se sont rendus en Afrique pour civiliser les Africains et combattre la traite arabo-berbère qui persiste en Afrique. Pensez à l'exposition coloniale internationale à Paris en mai 1931. Une propagande gigantesque organisée pour vendre aux Français la colonisation comme étant une entreprise philanthropique. Or, sur le terrain, la réalité est tout autre. Des femmes et des enfants en bas âge sont capturés et enfermés dans des camps de concentration. Ils y sont maintenus prisonniers. Leurs maris et leurs parents, leurs pères, doivent exécuter des travaux forcés. Les colons leur disent que la seule façon de revoir les membres de leur famille est de travailler sur des chantiers de chemin de fer, de creuser des routes et des voies ferrées qui ont pour seul but de permettre l'évacuation des matières premières vers les côtes pour alimenter les navires qui doivent prendre la direction de la métropole. À aucun moment nos ancêtres n'ont plié les chines devant l'envahisseur. L'histoire de nos ancêtres, c'est celle de la résistance et de la dignité. Quand les Européens pénètrent à l'intérieur du continent, un intense débat est engagé. Les souverains tels que Lat-Dior, Prempeh, Béhanzin, Setswapo, Lobengula, Ménélik disent très clairement aux étrangers que leur souveraineté n'est pas à négocier et qu'ils sont prêts à tout pour protéger leurs empires. Le tome 7 du manuel Histoire générale de l'Afrique
nous dit ceci à la page 27. Tous les chefs furent vaincus et perdit leur souveraineté. En outre, Lat Dior fut tué. Prempeh, Béhanzin et Setchwapo, roi des Zoulous, furent exilés. Lobengula, chef des Débélés, mourut au cours de sa fuite. Seul Ménélique réussit à vaincre les envahisseurs italiens et à préserver ainsi sa souveraineté et son indépendance. Il y a ceux qui furent abattus sur le champ de guerre. Pensez à Rabat, qui était un résistant soudanais contre la pénétration coloniale. Il fut tué en 1900. Pensez à Mamadou Lamine Dramé, qui meurt les armes à la main à la bataille de Toubacouta, à la frontière avec la Gambie. Il y a ceux qui seront déportés et mourront en exil. Pensez à la reine de Madagascar, Ranavalona III, exilée sur l'île de la Réunion, puis à Alger, où elle meurt. Béhanzin, roi du Dahomey, a résisté de 1891 à 1894 contre l'installation des Français dans son pays. Vaincu, il fut déporté en Algérie, où il mourut en 1906. N'oublions pas Samori Touré, qui a mené une lutte féroce contre les troupes françaises pendant 7 ans. À la fin, il fut arrêté et déporté au Gabon, où il mourut 2 ans plus tard. Il y a ceux qui refuseront de mourir entre les mains de l'ennemi et préféreront se donner eux-mêmes la mort. C'est le cas de Bademba, roi de Sikasso, qui tint tête aux Français pendant 16 ans. Il était à la tête d'une armée de 35 000 fantassins, 3 000 cavaliers. Pour protéger Sikasso, il érige une muraille de 6 mètres d'épaisseur, 8 km de tour. Il se suicide en 1898. Pensez à Boukari Koutou, El Hadj Omar Tall, l'empereur toucouleur Amadou, qui a donné des sueurs froides à l'armée française dans la région de Ségou. La résistance à la campagne française pour prendre Ségou durera 2 ans. L'histoire retiendra que les soldats toucouleurs se font tuer jusqu'au dernier plutôt que de se rendre. Cette période enregistre le premier grand génocide du XXe siècle. Il est perpétré par les Allemands contre les Herero, une tribu du sud-ouest africain, faisant 75 000 morts, soit 80% de la population. Les Herero, massacrés par les troupes de Lothar von Trotha, alors qu'ils se rebellaient contre les colons allemands, qui accaparaient leurs terres. Il y a ceux dont la résistance fut victorieuse. Pensez à Ménélique II, la bataille d'Adwa, la dernière bataille de la guerre italo-éthiopienne. Cette bataille est importante par plusieurs aspects. En pleine division de l'Afrique, elle constitue une victoire définitive d'une nation africaine face à un pays européen. Il n'est pas possible de citer tout le monde, mes chers amis, tant la liste des résistants à la pénétration européenne est longue. Nous rendons hommage à tous les vaillants héros qui ont dit non à l'envahisseur. Nous leur devons la dignité d'aujourd'hui. Quand bien même le colonisateur plante son drapeau et prend possession du territoire, la résistance ne s'arrête pas. Les nationalistes continuent de défendre leur souveraineté. Certains utilisent le plaidoyer. Oumniobé a bien compris le piège de cette pseudo-démocratisation. Il réclame, lui, une véritable indépendance pour son pays, jusqu'aux Nations Unies. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. D'autres la violence, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Poussés à la violence. Pensez à l'UPC au Cameroun, pensez à Ruben Oumniobé, Félix Moumié et Ernest Ouandé, des hommes intègres, engagés pour la défense de leur pays, aimant leur terre, incorruptibles, charismatiques. Ce sont des ancêtres valeureux et nous devons être fiers de ce qu'ils ont fait. Une pensée spéciale pour Castor Ossende Yafana. Ce surdoué, qui était le premier docteur en économie du Cameroun, rejoint les rangs des nationalistes. Il mourra précocement à l'âge de 36 ans dans le sud du pays, les armes en main à la frontière du Congo. Il n'était pas stratège, ni stratégiste, ni soldat. Il était doté de sa seule fougue. N'oubliez jamais son sacrifice, mes chers amis. Pensez à Sylvanus Olympio, à Patrice Lumumba. Ces nationalistes qui ont payé de leur vie pour que nous jouissions du peu de liberté que nous avons aujourd'hui. N'oubliez jamais ce qu'ils ont fait pour nous. Pensons à l'Ivoirien Victor Biaka Boda, retrouvé décapité en pleine brousse en 1950. Il réclamait des libertés pour son peuple, la Côte d'Ivoire. Ne l'oubliez jamais.
Pensez à Sékou Touré et la longue marche vers l'indépendance. Pensez à ce non à De Gaulle. Pensez à ce courage, à cette audace d'affronter De Gaulle. Dans cette génération, certains combattants profitent de la publicité autour de leur lutte. Après 132 ans de colonisation française, l'Algérie obtient son indépendance dans le sang, au bout d'une guerre de 8 ans, qui a coûté la vie à 500 000 personnes, et puisé le projet acharné d'une Algérie française. D'autres, hélas, les nationalistes camerounais notamment, n'ont pas la même chance. Leur combat se déroule à l'abri des caméras. L'opinion n'est pas au courant de ce qui se passe. Des armes non conventionnelles telles que le napalm sont déployées et déciment des centaines de milliers de personnes. Des leaders nationalistes déploient leurs armes, le plaidoyer, la diplomatie, l'éducation. Mais ils sont décapités. Des hommes liges sont installés à la tête des nouveaux pays pour poursuivre la prédation de façon indirecte. Dans cette génération, comme dans les autres, le sang est versé en abondance. Souvenez-vous de ce sang. Il a été versé pour que nous ayons la liberté et la dignité. N'oublions pas nos ancêtres. Chaque fois que vous pensez à nos valeureux ancêtres, demandez-vous comment, à votre tour, vous pouvez rendre hommage à leur sacrifice. Comment défendre la terre et tout le patrimoine qu'ils nous ont légué. Mes chers amis, c'est un plaisir de mener avec vous cet exercice de mémoire qui a pour but de perpétuer le sacrifice de nos ancêtres. À très bientôt. Si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Un Puissant 55. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication. D'ici là, méditez ces paroles inspirantes de Marcus Garvey au sujet de nos ancêtres. Je cite: « Nos ancêtres ont souffert, leur sang a coulé, ils sont morts. Mais avec leur souffrance, avec leur sang qu'ils ont versé au moment de leur mort, ils conservaient l'espoir qu'un jour, leur postérité serait libre. J'ai confiance que chacun d'entre vous réalise qu'il a un devoir que vous devez réaliser, parce que vos ancêtres qui ont souffert, vos ancêtres dont le sang a coulé et qui sont morts, avaient un rêve toujours inachevé. Qu'allez-vous donc faire pour exprimer votre reconnaissance pour cet amour? Quelle gratitude allez-vous exprimer pour ce qu'ils ont fait pour vous? Ainsi parlait Marcus Garvey.